Bienvenue à tous à la table ronde de cet après-midi consacrée au coût de la violence contre les femmes en milieu de travail. Je suis Jean Lebel, je suis le président du Centre de recherche pour le développement international, une société de la Couronne située à Ottawa. Une société d'État qui investit dans le savoir, l'amélioration des conditions de vie, l'innovation et les solutions dans les pays en voie de développement. Nous collaborons avec des partenaires pour veiller à ce que les collectivités, particulièrement celles marginalisées, aient accès aux technologies, aux connaissances et aux possibilités dont elles ont besoin pour réussir dans un monde qui évolue rapidement. This focus extends to our topic here today. Gender discrimination is sadly present through much of society. This includes the workplace, where women experience disturbing levels of violence and harassment, here and abroad. We have with us experts whose research illustrates the complexity of the challenges, but also the impact of solutions. Their research is representative of IDRC's intentional approach to better understand how we build gender-just society and ultimately end gender inequality. Figuring out the how part of achieving this involves a three-part approach that is relevant to development research and to our discussion. The three parts are collaborate, create, and communicate, C3. La première partie est la collaboration. On ne peut pas s'attendre à des solutions uniques pour résoudre des problèmes intolérables tels que la violence infligée aux femmes sur les lieux de travail. Par conséquent, nous devons collaborer dans l'ensemble des secteurs pour arriver à un consensus, pour renforcer la capacité et pour mettre en commun nos expériences. Il est plus que temps, dans bien des cas, que les responsables des politiques, les chercheurs, les acteurs du secteur privé et les organisations syndicales se rejoignent à la croisée des chemins, unis par l'objectif commun de bâtir des économies et des sociétés justes à l'égard de tous, des hommes et des femmes. La deuxième partie est la création. Afin de soutenir cet effort, nous devons également créer des politiques et mener des recherches qui ne se bornent pas à nous livrer la ou une solution, mais qui nous donnent aussi des outils pour transformer ces solutions en pratique. Entre la solution ou une solution et sa mise en place, comme on dit en anglais, « there is a journey ». Le troisième et dernier C est la communication. Nous ne pouvons pas passer notre travail sous silence. Lorsque nous découvrons de nouvelles façons d'aborder les défis de longue date, nous devons en parler, ce qui vaut également lorsque nous éprouvons des difficultés. Nous devons communiquer pour sensibiliser le monde entier pour que l'on comprenne tous que nous n'avons pas d'autre choix que d'agir. Here is how to... I like when they put so many H in my speeches. You know, as a French Canadian, pronouncing an H is terrible in English. Here is how those three C's, collaborate, create, and communicate, are crucial to gender transformation. We must collaborate because solutions to gender disparities require participation from all sectors. We must create enabling environments because gender barriers have existed for so long in some instances that they have become unacceptably entrenched in all too many situations. And we must communicate solutions and motivate their adoption because gender transformation requires changes to attitude, to policies, and to practice. It is not done in one day. It is a long journey. It is a long-term agenda. Au CRDI, nous sommes engagés à nous assurer que les projets de recherche que nous appuyons comprennent les deux sexes tant dans leur conception que de leur mise en œuvre. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que comprennent les deux sexes est tout à fait juste parce que ici au Canada, il y a une discussion qui est très animée sur le dégenrement de cette question-là. Parce que chaque projet a la possibilité d'appuyer l'objectif d'une société équitable pour l'ensemble de la société, incluant les hommes et les femmes. We are fortunate today to have experts here today whose work will inspire you, I'm sure. They are building bodies of evidence that illustrate the extent of workplace violence
and how we can make meaningful progress towards reducing it. Thank you for being with us. And now I would like to introduce to you the person that will be moderating the panel, my dear colleague, Sue Szabo, who is the director of the Inclusive Economies program at the International Development Research Center. Sue is the head and has been the head for the last 6 years, Sue? 6 years, of a multidisciplinary team, some members are in the room with us, that strengthens policy research capacity in developing countries on issues of economic policies, governments, and health system. Alors, c'est avec un grand plaisir que je cède maintenant la parole à Sue et à nos distingués experts qu'elle vous présentera, et je vous souhaite à tous une discussion très productive. Merci beaucoup d'être là. Thank you very much for being with us. Sue, up to you. Merci. Merci, Jean, et laisse-moi ajouter aussi une bienvenue à tous. Thank you for joining us this afternoon. Avant de commencer, je vais juste noter que les présentations seront en anglais, mais il y a des écouteurs disponibles pour la traduction simultanée. Let me also then welcome to the afternoon's discussion our two panelists, Dr. Srinivasan Rajavendran and Drusilla Brown. You may have noticed from the program that we had expected to have a third panelist with us today. Unfortunately, she was unable to get a visa to travel from India. But as we noted at a discussion this morning that we had over breakfast, we've certainly got a very interesting discussion that we'll have today. Do you know, when we looked at the final conference program, the topic of our panel... Le sujet de notre panel cet après-midi, le coût de la violence contre les femmes en milieu de travail, ça semble un petit peu comme un cas d'exception. Mais comme les panélistes vont nous le montrer, les données probantes nous montrent qu'au niveau de l'entreprise et au niveau macroéconomique, nous devons prendre cette question de la violence beaucoup plus au sérieux d'un point de vue économique, non seulement à cause des pertes immédiates, mais aussi à cause des implications à moyen terme en ce qui a trait au progrès économique. Nos panélistes vont nous livrer des perspectives complémentaires. Le docteur Srinivasan Raghavendran est maître de conférence en économie à l'Université nationale de l'Irlande à Galway. Ses études se sont penchées sur plusieurs aspects, les systèmes financiers et complexes, l'économie politique et la macroéconomie. En ce moment, il met l'accent sur le travail domestique non payé et son impact sur le cumul de la demande, de la distribution de la richesse et la croissance économique. La recherche du docteur Raghavendran prétend qu'on ne peut pas prendre ces choses, ces facteurs, indépendamment du contexte socio-économique. Il a cherché à créer les capacités pour utiliser les nouvelles méthodologies de recherche pour traiter des problèmes de politique mondiale et nationale. Drusilla Brown a été nommée professeure avec permanence en 1992 à l'Université Tufts. Son domaine principal de recherche est l'application des modèles d'équilibre de grande échelle à l'étude de l'intégration économique internationale en Occident. Elle a aussi fait de la recherche sur les politiques en matière de commerce, ainsi que la main-d'œuvre enfantine et les normes du travail à l'international. Aussi, la professeure Brown est coordinatrice principale pour un projet qui habilite les femmes au sein d'entreprises privées, telles que les fabriques de vêtements dans le sud-est asiatique. Je vais demander à chacun et chacune d'entre vous, de traiter des questions, les faits saillants de votre recherche, ainsi que certains constants principaux de votre recherche, et ensuite nous pourrons ouvrir la discussion, et ensuite nous allons en appeler au public, dont les membres pourront poser des questions. Et nous continuons la discussion à partir de ces questions. Alors, Rajavendran, tout d'abord, voulez-vous commencer avec ce que vous voulez nous livrer? Merci de m'avoir invité. Ce dont je vais parler,
c'est tiré de ma recherche récente où je mets en lien la violence dans un contexte macroéconomique. Comme nous le savons, lorsque la violence contre les femmes, bon, nous savons que c'est un problème qui prévaut dans beaucoup de pays. Et la forme de violence la plus commune, c'est la violence familiale entre époux. Et les femmes, beaucoup de femmes au monde souffrent de cette violence faite contre elles par leurs époux ou leurs partenaires. Mais aussi, il y a de la violence contre les femmes sur les lieux de travail. Il y a eu beaucoup d'études sur la violence familiale, mais les implications, les coûts à l'économie, il y a moins d'études qui ont été consacrées aux retombées de la violence sur les lieux de travail. Quel est le prix économique de la violence sur les lieux de travail? Il y a quelques études aux États-Unis. Cosmopolitan, en 2015, a fait un sondage qui interviewait 2500 femmes de 18 à 35 ans. Ils ont constaté qu'une femme sur 3 avait été harcelée sexuellement dans les 12 mois précédents au travail. Dans le contexte canadien, l'Institut Angus Reid a publié un sondage de 2014 où on interviewait des travailleuses, des hommes et des femmes, 1500 personnes. 43% des femmes signalaient un harcèlement sexuel au travail. 12% des hommes avaient été harcelés au travail aussi. 48% du nombre total de personnes sondées. En termes d'incidence de violence ou de harcèlement, 27% signalaient plus de 5 incidents de violence. Pour ce qui est de l'impact, les retombées de la violence au travail, on peut scinder ça en 2 catégories. D'abord, la violence au travail qui a un impact direct sur la productivité de la personne employée. Ça affecte la productivité de la personne harcelée ou violentée, mais aussi même celle des personnes témoins. Il y a un autre effet aussi. Lorsque une femme est victime de violence de la part de son époux, par exemple, ça affecte aussi la productivité de la victime. Et les hommes aussi qui violentent leur époux, parfois aussi, perdent une certaine productivité. Donc, en termes d'absentéisme et de perte de productivité, dans les 2 formes de violence, bon, selon ces 2 mesures, on a constaté qu'il y avait un prix à payer pour cette violence. Mais ces 2 formes ne sont pas distinctes ou mutuellement exclusives. L'une a l'influence sur l'autre. La violence au travail affecte les femmes lorsqu'elles retournent à la maison aussi. Elles sont stressées, ce qui mène à d'autres épisodes de harcèlement ou de violence à domicile. Et le lendemain, ils reviennent travailler et ils sont affectés ou elles sont affectées par cette violence. Il y a aussi d'autres retombées. C'est pas seulement la victime de violence qui en souffre, mais aussi les hommes qui posent ces gestes et les gens qui sont témoins de la violence aussi en payent le prix. Pour ce qui est du prix économique, les coûts économiques de la violence au travail, il y a peu d'études, mais à Pérou, Warner en 2011 a fait un estimé des coûts économiques. En moyenne, les femmes perdaient 24 jours de travail par année à cause de la violence au travail. Et 2/3 de ceci est dû à la perte de productivité et le 2/3 à l'absentéisme. Les hommes perdaient environ 35 jours de travail ou 32 millions de journées à l'échelle de l'économie du pays. Avec 3/4 de ces pertes, les 2/3 dus. Il y a un impact aussi sur les témoins, les collègues au travail.
On estime que 6,2 millions de jours de travail sont perdus à la fois par les hommes et les femmes et les collègues au travail à l'échelle de l'économie, à toutes les entreprises. Un cas cambodgien maintenant, publié par CARE Australian, on interviewait 1500 employés au sein de 52 usines. Ils ont trouvé 53% des employés avaient perdu 3,9 jours de travail lors des 3 mois précédents à cause des résultats directs de harcèlement sexuel. 3,5% des personnes disaient que leur productivité avait été affectée de façon négative par ce harcèlement. Ce sont des coûts au niveau micro. Mais bon, ces coûts-là sont importants en soi. Bon, les familles, les femmes, les personnes, c'est important déjà, mais ces niveaux micro, ces estimés, ne figurent jamais dans les discussions au sujet de la microéconomie. C'est parce qu'on n'arrive pas à faire puisque la macroéconomie est un réseau de fermes, de banques, d'usines, ainsi de suite, et puisque les entreprises se trouvent au sein de ce réseau, l'impact de la violence auprès des entreprises individuelles, ceci affecte d'autres entreprises aussi, parce que les entreprises sont liées et sont en réseau entre elles. Donc, les liens directs et indirects entre les divers secteurs, ça crée ce qu'on appelle un effet multiplicateur au sein de l'économie. Donc, il y a certains effets de choc, si on veut, et les chocs sont propagés tout au long du réseau à partir d'une usine, par exemple, et on peut les quantifier, ces effets de multiplicateurs. Donc, l'impact de la violence contre les femmes, ça ne reste pas au sein de la famille, tout simplement, de la sphère domestique ou au sein d'une entreprise. Ça comporte aussi une dimension temporelle. Ce n'est pas simplement une question de présentéisme ou d'absentéisme, mais ça a un impact aussi à moyen ou à long terme. Ça a un impact sur les enfants, le potentiel économique futur d'une économie. Ça limite la formation du capital humain, par exemple. En se fondant sur un sondage systématique, une étude dans le cas de Vietnam en 2011-2012, et en utilisant les données secondaires sur les liens directs et indirects au sein de l'économie du Vietnam, nous avons calculé la perte macroéconomique redevable à la violence contre les femmes, que celle-ci était de 1% du PIB du Vietnam en 2012. Donc, la perte de revenus répartie dans les zones rurales et urbaines, à la fois la main-d'œuvre éduquée d'une éducation tertiaire et la main-d'œuvre rurale a connu des pertes aussi. Aussi, on a considéré l'effet multiplicateur dû à la violence à travers les divers secteurs. Il y a eu certaines pertes importantes dans certains secteurs économiques, par exemple les secteurs agricoles, mais aussi l'hôtellerie, la vente au détail et en gros, et ainsi de suite. Si vous examinez la chose de ce point de vue macroéconomique, ce qu'on constate, c'est que la perte économique engendrée par la violence faite aux femmes, au travail, ainsi qu'à la maison, c'est un lien qui agit au sein de l'économie. Si vous considérez l'économie comme une espèce de cycle circulaire, un mouvement circulaire, il y a un lien invisible qui se produit au sein de l'économie. Les chiffres PIB sont affectés par ce lien. Et ce lien agit comme un stabilisateur interne au sein de l'économie. Chaque euro ou dollar investi, avec le lien, si c'est 0,5, on perd 0,5, on perd
50 cents sur le dollar qu'on investit en programme d'assistance sociale, d'intervention sociale. Et c'est invisible, mais c'est quelque chose qui permet l'économie complètement. Avec le temps, il y a un cumul de cet effet. Et en politique fiscale, si on essaie de minimiser les pertes redevables de la violence, ceci pourrait être un élément qui contribue à améliorer plus d'efficacité, à aller chercher plus d'efficacité au sein de l'économie, surtout dans des pays où il y a des contraintes fiscales. De ce point de vue, si on passe du micro au macro et on examine l'économie dans son entièreté avec les liens qui opèrent dont je viens de vous parler, ce qu'on constate, c'est que d'un point de vue des politiques, l'investissement pour prévenir la violence, c'est quelque chose qui peut engendrer des économies au sein de l'économie nationale. C'est un investissement plutôt qu'une dépense, parce que ça engendre une plus grande efficacité au sein de l'économie, au sein des divers secteurs de l'industrie. Je vais m'en tenir à ça. Merci beaucoup. C'est une perspective particulièrement intéressante parce que je pense que plusieurs d'entre nous auront vu ou lu les publications récentes du Forum international économique et la Banque mondiale qui parlent des sommes, 1 billion de dollars. Il y aurait des bienfaits potentiels qui pourraient se réaliser si les femmes pouvaient travailler davantage. Mais ce dont vous parlez, c'est vraiment un avertissement. C'est pas simplement de laisser les femmes participer à l'économie et au marché de la main-d'œuvre. Il y a d'autres facteurs à considérer. Et lorsqu'il faut convaincre les gens qui établissent les politiques, leur faire comprendre l'importance de considérer la violence au travail, c'est important d'avoir des données probantes pour pouvoir présenter un argument bien étayé. C'est intéressant, ça. Vous m'avez épargné 2 volets de ce que je voulais dire à notre assistance. Merci aussi d'avoir organisé cette séance cet après-midi et merci de m'avoir présenté ce collègue ici qui est aussi passionné de ces questions que je ne suis moi-même. On parlait des causes. Il y a un élément supplémentaire aussi qui est d'importance critique. Ce qu'on trouve, surtout avec le harcèlement sexuel, mais aussi l'abus verbal aussi, la violence verbale, les abuseurs, ou plutôt les victimes, ont tendance à éviter les gens qui abusent d'eux au travail. Bon, pensez comme vous vous sentiez, vous, lorsque vous étiez victime d'une attention sexuelle non désirée. Alors, on fait tout ce qu'on peut pour éviter cette personne-là. On veut essayer d'évincer cette personne-là de notre vie. Mais bon, chaque lieu de travail nécessite une communication entre les gens qui y travaillent pour régler les problèmes. Et lorsqu'il y a des gens qui ne veulent même pas se parler à cause de la nature de leur interaction sociale au sein de l'organisation ou du lieu de travail, pour essayer d'aller au-delà des façons les plus élémentaires d'organiser la production, il n'y a jamais de discussion sur ces autres aspects. Alors moi, j'aimerais commenter sur le pourquoi, les causes et qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème. J'ai une collaboratrice qui est une psychologue sociale et on a essayé de comprendre ces comportements abusifs des 2 points de vue. Et je vais me concentrer sur comment l'organisation est structurée en termes d'imputabilité et aussi comment sont structurés les incitatifs. Une chose que nous savons, c'est que lorsque les usines sont structurées, si bien que les travailleurs qui ont de grands incitatifs importants, c'est-à-dire qu'ils ont des cibles de production à réaliser pour obtenir une prime au rendement, par exemple, c'est un incitatif très puissant, ça. Et puis ça les prépare ça les prédispose au harcèlement. Ils ont des supérieurs à qui ils doivent rendre des comptes. Et peut-être que leurs supérieurs, parfois, ces gens-là peuvent être tentés d'abuser de la situation. Mais souvent, les travailleurs sont payés au tarif horaire. Ils n'ont pas vraiment d'incitatif. Ils ne sont pas récompensés pour la production qui contribue à l'organisation. Lorsque ça se produit, si son surveillant ou le patron vise absolument vise vraiment des cibles de production,
parce que la prime s'y rattache, mais les travailleurs ne sont pas payés selon leur production, mais plutôt à un tarif horaire. À ce moment-là, souvent, le superviseur va se mettre à abuser des employés pour essayer de les pousser à travailler davantage pour être plus productifs. Mais lorsqu'on n'arrive pas à harmoniser, à aligner les incitatifs dans une organisation, du bas de la structure vers le haut, les psychologues examinent les interactions sociales, c'est-à-dire comment ces structures-là interagissent avec les interactions sociales au sein d'une entreprise ou d'une organisation. Et une chose que je ne savais pas, mais les gens, pour une raison X, ont une prédisposition naturelle pour harceler ou non sexuellement. Et il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Soit on a cette prédisposition ou non. Mais ce qui importe vraiment, c'est pas de savoir si la personne montre une prédisposition pour le harcèlement sexuel, mais est-ce qu'ils ont l'occasion de harceler et est-ce qu'il va y avoir une imputabilité ou non? Si la personne est prédisposée, la personne va avoir tendance à agir et harceler. Mais même s'ils sont prédisposés, s'ils travaillent au sein d'une organisation où il y a des normes organisationnelles qui l'interdisent, ils vont s'abstenir. Donc, si on peut contrôler l'abus verbal et avec la structure des incitatifs, mais aussi avec des normes d'organisation et une imputabilité pour les responsabiliser, c'est une façon de freiner cet abus-là. Mais souvent, ça va être une décision à savoir qui aura une prime au rendement. Mais il faut que ces primes-là soient données pour du travail vraiment réalisé plutôt qu'une réponse ou une réaction favorable à une pression sexuelle de la part d'un supérieur. Pour ce qui est des solutions possibles ou de restructurer les incitatifs, ça, les organisations le font constamment. Ça peut être mis en œuvre assez simplement. Il faut qu'il y ait un système d'imputabilité pour réduire le harcèlement sexuel et l'abus verbal, la violence verbale. Aussi la formation des gens pour en faire des gens capables de diriger les employés pour utiliser des techniques de motivation positive plutôt que menaçantes ou négatives. Donc, une bonne formation pour les superviseurs. Aussi, habiliter les employés, surtout pour les questions de genre. Ça, c'est d'importance critique. Aussi, nous avons vu que à l'université Tufts, il y a beaucoup de... Souvent, les universités américaines sont ciblées parce qu'il y a des problèmes d'agression sexuelle sur les campus. Je ne sais pas si c'est comme ça ici au Canada, mais c'est une question assez répandue aux États-Unis et très discutée. Ce qui était frappant, c'est que le US Department of Education a communiqué à Tufts, parmi d'autres universités, qu'on était en infraction de loi antidiscriminatoire aux États-Unis et le président de notre université a complètement explosé, vraiment réagi fortement. Et il n'a pas voulu en discuter avec le Department of Education, à savoir comment régler ce problème-là. Donc, le bureau du président a été occupé par les étudiants qui se sont ligués et ils lui ont dit, de re-signer ce qu'il lui disait, c'est soit vous en discutez et vous prenez des mesures d'une entente avec le Department of Education ou vous quittez votre poste. Alors, il s'est plié à leur volonté. Alors, il y avait une espèce de mouvement de pince parce que, on est à risque d'être puni pour la non-conformité par les étudiants ou les personnes près de l'université, et aussi le problème de relations publiques, de réputation que ça peut poser pour une université. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a diverses façons de changer la structure sociale de l'organisation ainsi que sa structure économique, de telle façon à réduire ou éliminer ces comportements fautifs. Et bien sûr, il y a un problème important qui reste dans tout ça, c'est de s'assurer que les femmes participent au dialogue social au sens large, s'assurer qu'il y a des femmes en position de direction, de leadership qui sont parties aux négociations. Lorsque les femmes sont autour de la table, comme on dit, ça fait une grande différence en matière de rendement de l'entreprise ou de l'organisation. Mais comment est-ce qu'on peut motiver les gens à participer? Comment est-ce qu'on peut
obtenir l'engagement des gens. Parce que, bon, on sait que ces comportements-là ont un effet négatif sur les entreprises, et pourtant, les entreprises ne sont pas motivées à changer. Mais si vous avez un PDG au sommet d'une organisation, bon, vous pouvez leur dire, voici les données probantes. La violence physique, verbale, sexuelle, le harcèlement, tout ça, ça a un effet sur l'absentéisme, la mauvaise productivité et tout ça. Pourtant, les entreprises, face à des données probantes comme ça, à des arguments bien étayés, ils ne changent pas leur comportement. Mais aussi de placer les entreprises dans une situation où ils expérimentent avec diverses façons d'organiser et de structurer leur entreprise. Ça aussi, ça peut apporter quelque chose alors qu'ils découvrent d'autres façons de faire. Mais la façon de présenter les données, la visualisation des données au sujet du lien entre la structure de l'usine, de l'entreprise et le rendement, la performance, ça commence à avoir un effet sur le comportement des entreprises. Et l'effet sur la réputation aussi. Les gens ne veulent pas être nommés et couverts de honte parmi leurs collègues, aux yeux de leurs pairs, de leurs collègues, leurs clients et les autres travailleurs. Les gens ne veulent pas être couverts de honte. Alors ça, c'est un élément motivant aussi. Mais pour moi, l'aspect psychologue, ça a été intéressant pour moi. L'inverse. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est si difficile de faire en sorte que les cadres des entreprises, les dirigeants, leur faire comprendre qu'il en va de leur intérêt de régler ce problème-là, cette catégorie de problèmes? Une étude célèbre a été faite au début des années 60 par un psychologue nommé Milgram. Peut-être que vous avez entendu parler de Milgram. Milgram, il essayait d'étudier la volonté des gens à agir de façon abusive s'ils pouvaient être en position d'autorité. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a nommé un superviseur. Il l'a placé dans une position où il devait donner des instructions à une subordonnée. Et le mécanisme que le superviseur avait en main, c'était de donner un choc électrique. C'était une approche très destructive. On ne pourrait pas faire cette expérience aujourd'hui. C'était horrible. Et en fait, ça a endommagé des gens pour toute leur vie. Mais essentiellement, ce qui est arrivé, c'est que les superviseurs ont commencé à résister à l'idée de donner des chocs. Ils entendaient les cris des subordonnés lorsqu'ils les recevaient. Et si la personne a poussé une autorité leur disait « Donnez ce choc électrique », il fallait qu'il le fasse. Les superviseurs obéiraient. La grosse manchette de cette expérience, c'était jusqu'à quel point les gens sont prêts à abuser violemment leurs subordonnés. Si une position en position d'autorité leur dit de le faire. Bon, comme personne qui étudie les abus au travail, il y avait une partie très intéressante de cette conversation. Parce qu'une des choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont divisé les superviseurs en deux groupes. En un groupe, on a dit que ces gens-là à qui vous attribuez des chocs, distribuez des chocs, ce sont des gens juste comme vous. Dans la terminologie des psychologues, ces travailleurs étaient humanisés aux yeux de leurs superviseurs. Dans l'autre groupe, on leur a dit qu'ils étaient des animaux, des formes de vie inférieures, et donc, dans les mots d'un psychologue, ils avaient été déshumanisés aux yeux des superviseurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si tout à coup, les chocs électriques ne fonctionnent plus. Vous êtes un superviseur, vous pensez que ces travailleurs à qui vous allez administrer un choc électrique sont des gens comme vous, et vous êtes donné ce choc, mais le choc ne marche pas. Ça ne fait pas les travailleurs faire ce que vous vouliez qu'ils fassent. Si vous êtes un être humain rationnel, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, je n'aime pas donner des chocs électriques aux gens des gens qui sont comme moi. Ça ne marche même pas. Pourquoi devrais-je faire ça? Et ce qui arrive avec ce groupe particulier, c'est que la réaction, lorsqu'ils constatent que les chocs ne marchent pas, c'est d'arrêter de les donner. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le groupe qui travaillait avec des travailleurs qui avaient été déshumanisés à leurs yeux? Ils constatent que ces travailleurs sont des formes de vie inférieures, ce ne sont pas vraiment des êtres humains. Et qu'est-ce qu'ils font lorsque les chocs ne marchent pas?
est-ce qu'ils analysent la chose rationnellement et se disent, ben, les chocs, ça ne marche pas? Non, ce qu'ils font, c'est qu'ils redoublent d'efforts. Et ceci nous donne une leçon importante. Lorsque les travailleurs ont été déshumanisés aux yeux des superviseurs, ils ne peuvent pas rationnellement analyser la relation négative entre les comportements abusifs et les résultats médiocres. Tant qu'on ne démantèle pas ce mécanisme fondamental qui les amène non seulement à avoir des comportements abusifs, parce que c'est ce qu'on leur a enseigné, ou que c'est peut-être maintenant devenu instinctif, ils ne sont même pas capables de voir que ça ne fonctionne pas. Ils vont simplement redoubler d'efforts. Et si ils jettent de la lumière, c'est la raison pour laquelle c'est tellement difficile de contrôler ces comportements abusifs au travail. Et je vais m'arrêter ici. Bon, je dois dire que c'est un peu déprimant, ça. Mais c'est intéressant lorsqu'on se demande comment surmonter ce genre de situation où des possibilités de changement existent-elles. Vous avez parlé des incitatifs. Une des choses à laquelle je réfléchissais pendant que vous parliez tous les deux, c'est que vous avez mentionné différents intervenants, des intervenants politiques, des défenseurs des droits, vous avez parlé du secteur privé et des incitatifs dans les entreprises. Souvent, je penserais que c'est difficile d'amener ces différentes composantes à collaborer, à coopérer pour apporter des changements. Pendant que vous parliez, je me suis mis à penser que les amener à changer individuellement, c'est encore plus difficile. Ça ne donnerait peut-être pas le résultat que nous voulons voir. Alors, j'aimerais que vous commentiez sur cela un peu. Peut-on simplement voir l'entreprise changer? Vous avez donné l'exemple d'une étude. Vous avez dit que ça prenait un étudiant ou la société civile pour intervenir et pour faire des changements. Quel est le potentiel, par exemple, de voir chacun de ces joueurs à changer d'eux-mêmes ou à agir par eux-mêmes? Ou est-ce qu'il faut créer des coalitions pour le changement? C'est une question très importante. Changer les normes concernant les genres. Bon, on parle de changement, mais ça, on dit que ça change, mais ça change tellement lentement que ça ne change presque pas. En réalité, encourager les individus, apporter des incitatifs, ça pourrait marcher au niveau individuel, dépendant des circonstances. Ça ne pourrait pas marcher non plus. Ayant observé tout cela pendant de nombreuses années, et on sait que maintenant, nous avons des preuves solides, des preuves statistiques, des preuves scientifiques. Il faut être plus proactif et viser plus de coopération pour amener les individus à participer ensemble. Par exemple, les entreprises individuelles devraient, par exemple, adopter le trousses d'outils du Nouveau-Brunswick. C'est une trousse en ligne où on donne des conseils, on peut y participer en tant qu'entreprise, puis on peut voir quelles sont les choses qui devraient être faites, comment peut-on aider les gens, comment peut-on changer le lieu de travail. C'est un outil en ligne très simple. Ce sont des petites choses qu'on peut faire, mais il faut que ce soit fait de façon collaborative, à une échelle plus large. Les entreprises individuelles pourraient accepter, ou peut-être pas. Il faut une action au niveau politique, à un niveau plus élevé. C'est mon opinion, enfin mon premier commentaire. Donc, c'est ma première opinion là-dessus. Je suis très reconnaissante pour mentionner que les normes changent très lentement ou ne changent pas. Ma fille est à l'école secondaire, elle m'a texté ce matin, puis elle m'a dit « La chose la plus bizarre est arrivée chez Starbucks ce matin. Moi et un groupe de mes amis, des jeunes filles, on attendait d'être servis, et un homme est arrivé, puis a passé devant la ligne, devant la queue. Et le barista a dit « Mais écoutez, vous
vous êtes passé devant toutes ces femmes. Et puis il a reculé, surpris, et en se retournant pour aller à l'arrière de la queue, ma fille a lu ce qu'il y avait sur son T-shirt et se disait fièrement, « Voici à quoi ressemble une féministe. » Oui, bon, ça c'est un féministe. Et ça c'est le problème. C'était assez décourageant pour une jeune fille qui songe à devenir ingénieure plus tard. Bon, l'initiative regroupant plusieurs intervenants peuvent être très efficaces. Je ne veux pas nécessairement vanter Tufts, mais j'ai vu ça en action d'une manière. Et c'était très efficace. L'Organisation internationale du travail a créé une unité qui s'appelle le meilleur travail. C'est une entente entre l'Organisation mondiale du travail et l'Organisation financière internationale. Ils ont contacté les travailleurs, les syndicats, les bailleurs de fonds, les gouvernements dans différents pays, les Nations unies. Alors, ils poussent sur tous ces boutons. Et lorsqu'on voit des succès, c'est grâce au regroupement de tous les intervenants qui leur permet d'en arriver à atteindre des objectifs. Pour vous donner un exemple, un autre travail qu'on a fait porte sur le rôle du comportement des acheteurs ou comment les pratiques fonctionnent dans une chaîne d'approvisionnement. Cela peut contribuer, ça peut, par exemple, nuire aux tentatives des usines de corriger certains problèmes. Bon, on sait qu'une des choses qu'il y a derrière l'abus verbal, c'est le stress des superviseurs. Même si vous avez un superviseur qui était bien formé, à qui on a donné des techniques de motivation saines, s'il y a trop de pression sur le superviseur, cette personne va atteindre ses limites et va se mettre à crier. Et n'importe qui dans cette salle qui est un parent sait très bien que cela peut arriver. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous, quelles que soient nos intentions, même si on aime nos enfants. À un moment donné, vous vous sentirez complètement débordé, vous allez commencer à crier. Et ça se produit avec les superviseurs tout le temps. Maintenant, qu'est-ce qui crée le stress chez tous ces superviseurs? Eh bien, il s'avère que le plus grand facteur de stress chez les superviseurs, c'est le comportement des acheteurs et leur pratique d'impartition. Et une chose qu'ils font, et qu'on a identifié, ce sont des incitatifs, c'est-à-dire que les pénalités pour ne pas livrer la marchandise à temps sont tellement graves que si une usine rate ses cibles, ou leur date de livraison, ou si les contrôles de la qualité, ça peut les acculer à la faillite. Il y a eu des usines qui, pour livrer la marchandise à temps, ont dû envoyer les marchandises par bateau plutôt que par bateau, ce qui est beaucoup moins cher. Après avoir les produits par avion au marché, c'était très coûteux. Donc, avant de pouvoir contrôler le comportement des acheteurs en haut de la chaîne d'approvisionnement, vous ne pourrez pas contrôler ce qui se passe à l'intérieur de l'usine. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu qui exige la collaboration de plusieurs intervenants. En Jordanie, il y avait cette accusation contre les entreprises jordaniennes concernant le trafic des personnes. Le trafic des personnes était la stratégie optimale pour certaines usines à cause du cadre réglementaire dans lequel devaient fonctionner. La façon dont les lois du travail étaient écrites en Jordanie rendait le trafic humain et le travail forcé la meilleure source de profit. Ce qu'on a pu faire, c'est travailler avec le gouvernement jordanien pour réécrire la loi du travail suffisamment pour qu'on s'éloigne du trafic de la personne pour adopter quelque chose de moins abusé pour optimiser les profits. C'était toujours abusé, mais ce n'est pas aussi grave que le trafic des personnes, ce qui est le pire cas possible. Lors d'une expérience, on a tenté de réhumaniser. On voulait que les superviseurs voient les travailleurs comme étant des êtres humains et peut-être les amener à traiter les formations de manière plus rationnelle. Bon, et pourtant, cela a échoué. On a nommé des superviseurs responsables de différents groupes. Un aurait à réfléchir sur ce que sont leurs travailleurs comme des êtres humains, et l'autre groupe devait simplement penser à eux-mêmes. Pour leur représenter de l'information, une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle.
La bonne nouvelle, c'était que les travailleurs étaient satisfaits de leur superviseur. Et puis l'autre, la mauvaise nouvelle, c'est que plusieurs d'entre eux pensaient qu'on leur criait après tout le temps. Ce qui s'est passé, c'est que la réhumanisation, l'exercice de réhumanisation était tellement troublant que les superviseurs ont réagi, non pas en analysant rationnellement l'information, mais en la repoussant de côté. Ils ne voulaient rien avoir avec quoi que ce soit qui suggérait qu'ils étaient de mauvaises personnes. Donc, c'était très éclairant de voir deux côtés ici. Bon, premièrement, comment la réhumanisation peut être difficile, mais en même temps, comment c'est essentiel. Et aussi, il faut bien comprendre tout le terrain de ce qui peut créer des comportements abusifs au travail. Une des choses que vous avez mentionnées à quelques reprises, c'est qu'il y a des pressions à augmenter la croissance, mais la pression de livrer la marchandise à temps, de faire un profit, l'incitatif de la croissance dans les usines. Ce matin, on parlait un peu de la course vers le bas. Étant donné la performance médiocre des autorités des économies dans leur ensemble et la recherche des solutions de croissance pour les économies, de même ce que vous venez de décrire au niveau des incitatifs, au niveau de l'usine, comment peut-on commencer à surmonter tout cela? Y a-t-il des lumières, des exemples qui pourraient nous permettre de penser à changer la situation? Voilà, la course vers le bas dont on a parlé ce matin est extrêmement importante. C'est très difficile de rompre avec cette attitude. Je ne sais pas comment. Si on suit la logique économique de cet argument, on peut voir certaines contradictions. On peut dégager un certain espace auprès des décideurs politiques et de leurs discussions. Parce que les salaires ne sont qu'un coût, c'est une partie du coût, le coût variable. Il y a aussi la productivité, la production par unité de travail. Alors, d'un côté, lorsqu'on veut faire baisser les salaires, on va perdre quelque chose au niveau de parce qu'on va avoir une productivité plus faible. Cela peut nuire aux entreprises individuelles, puis à l'économie dans son ensemble. Parce que d'une part, les salaires baissent, donc il n'y a pas de demande dans l'économie. Donc, en un sens, l'argument en faveur d'un investissement gouvernemental dans cet espace, ou au niveau d'une industrie ou dans des zones économiques, il faut commencer à voir les investissements qui vont être un bien public dans les services de soins, de santé. C'est un fait que les femmes ont autant de temps à faire du travail non payé à la maison que du temps payé au travail. Si vous tentez de vous concentrer sur la productivité, vous pouvez faire plus de gains à moyen et à long terme. Parce que votre entreprise peut être durable, parce que vous créez des conditions pour assurer la productivité, de la productivité de votre force de travail. Cela, c'est le point de vue économique. Si vous ne regardez que le profit aujourd'hui et demain, quoi qu'il se passe à moyen ou à long terme, parce que la productivité, ce n'est pas la productivité immédiate, mais ce ne sont pas seulement les femmes qui sont impliquées là-dedans, ce sont leurs enfants à la maison. On parle de l'avenir, du potentiel économique futur de l'économie. Ce n'est pas seulement que lorsqu'il y a une crise, un crack, eh bien, tout le monde souffre. C'est comme ça que je peux contrer la course vers le bas en montrant aux entreprises et aux individus. Il faut les convaincre que ce n'est pas seulement vous comme individu ou comme entreprise, vous êtes situé dans un contexte économique beaucoup plus large. C'est une façon d'aborder la question. Je tente à me concentrer sur les aspects internes de l'entreprise. C'est qu'une entreprise, j'explique ce que l'entreprise fait,
peut-être mauvais pour elle-même, mais vous vous concentrez sur l'aspect macroéconomique, non seulement c'est mauvais pour l'entreprise, mais il y a des aspects externes, et il y a des impacts externes. Lorsque vous faites baisser les salaires, et vous oubliez que votre travailleur est aussi votre consommateur. Il y a également une belle histoire de réussite au Cambodge. En 1999, le Cambodge, en 89, le Cambodge était de la période Pol Pot. Et le gouvernement avait abordé l'administration Clinton aux États-Unis. Il avait dit, si on vous prouve que nous avons de bonnes conditions de travail, nous donnerez-vous un meilleur accès à votre marché. Et Clinton avait été massacré à l'Organisation mondiale du commerce. L'idée de lier le travail avec les commerces avait été battue à l'OMC et Clinton avait perdu cette bataille. Alors que le Cambodge dit on est parfaitement prêt à lier le travail, les conditions de travail, le travail et le commerce, juste vous et nous. Puis Clinton a dit oui, d'accord. Et alors, ce qui s'est passé au Cambodge, c'est qu'ils étaient d'accord d'avoir des inspections de leurs entreprises et le résultat de chaque inspection individuelle serait public. C'est-à-dire que chaque usine serait inspectée par l'Organisation mondiale du travail et le résultat serait public. Et après que le gouvernement américain a lu le rapport à propos du rendement du marché dans son ensemble, les États-Unis prendront une décision quant au niveau d'accès qu'ils accorderaient au marché canadien pour les entreprises cambodgiennes. Donc, on a créé cette écologie intéressante où chaque entreprise savait que leur accès aux marchés américains dépendait non pas seulement de leur propre comportement, mais du comportement de toute l'industrie cambodgienne elle-même. Non seulement savaient-ils que leur comportement même ne pouvait pas changer le marché, mais ils savaient qu'en intervenant collectivement, ils pouvaient changer de marché. Puis ils savaient qui étaient les mauvais joueurs. Puis au bout du tunnel, il y avait une récompense. Donc c'est un programme qui a bien réussi. Il y a eu une amélioration dramatique dans les conditions de travail au Cambodge. Alors ce que nous savions, c'était cette divulgation publique, c'est-à-dire qu'on jetait une lumière sur les mauvaises entreprises, sur les mauvais joueurs. Puis il y avait une récompense très directe pour un bon comportement de la part des usines. Et ensuite, il y avait une sensibilisation au fait qu'ils devaient fonctionner collectivement. Malheureusement, deux choses se sont produites en 2005. Tout le système où le gouvernement peut récompenser les entreprises cambodgiennes a été éliminé avec la création de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, il n'y avait plus de récompense possible. Et les entreprises cambodgiennes étaient tellement préoccupées par cette divulgation publique qu'ils ont exercé beaucoup de pression sur l'Organisation mondiale du travail pour qu'elle fasse cette inspection. Alors, ils sont débarrassés de la divulgation publique et du système de récompense. Et puis, c'était ça. Bien qu'on ait pu démontrer que la conformité, que les entreprises, les usines les plus susceptibles de se conformer, avaient fait des gains, comme on a examiné les usines pour voir quels étaient leurs résultats pendant la crise financière de 2008-2009. Eh bien, c'est avéré que les entreprises qui se comportent, les usines qui se conformaient le plus aux normes étaient celles qui étaient les plus susceptibles de survivre à la crise économique. Donc, les bonnes conditions de travail rendaient ces usines beaucoup plus résilientes. Mais lorsqu'on enlevait le bâton et le mécanisme pouvant créer un sentiment de collectivité, les choses ont commencé à se défaire rapidement. Il a fallu du temps, mais en fin de compte, les choses se sont défaites parce qu'on leur a montré que la divulgation publique était tellement critique pour la réussite du programme, ils l'ont réintroduite. Mais à ce moment-là, l'accès au marché américain n'existait plus. Donc, on ne peut pas recréer ce moment précis. Alors, ça n'a pas duré. Mais c'est un cas intéressant quand même. En tant qu'économiste qui regarde les choses d'en haut, on pouvait voir quelles étaient les composantes qui ont assuré le succès de l'expérience. Sans la carotte, sans la divulgation publique, le bâton, bien, on n'aurait pas pu continuer. Maintenant, je suis un peu déprimé aujourd'hui, mais bon, c'est un problème très difficile, très difficile. Oui, c'est généralement un pas en avant ou deux pas en arrière ou un demi-pas en arrière.
Pendant que vous parliez, j'ai pensé à quelque chose. Si on a une approche impliquant plusieurs intervenants, bon, par exemple, l'Organisation mondiale du travail et l'éducation publique, les entreprises devraient avoir une aussi de responsabilité sociale. Puis devraient préparer des rapports, par exemple, sur un indice de l'égalité des genres. Vous savez que les agences de cotation vont évaluer les entreprises sur la base des fondamentaux économiques. Mais qu'en est-il des fondamentaux sociaux? La qualité entre les sexes, comment l'entreprise fonctionne-t-elle comme organisme social? Et je crois que ça doit faire partie de la responsabilité sociale des entreprises. C'est un des points sur lesquels ils devraient rapporter et rendre des comptes. On devrait les pousser dans cette direction. Ce serait une solution potentielle en termes de politique active. Et maintenant, j'aimerais me tourner vers notre public et voir si vous avez des questions ou des commentaires. Et peut-être que vous parliez de votre propre expérience. Identifiez-vous. Et on a un micro mobile. C'est nécessaire à la fois pour l'interprétation et pour l'enregistrement. Alors, s'il vous plaît, parlez dans le micro. Je sais que vous êtes deux économistes, donc ma question est un peu différente. Elle porte sur les perceptions et comment elles peuvent varier selon les contextes locaux. Cela peut être associé à la culture, aux normes, aux valeurs. Dans ce contexte, je me demandais si votre recherche actuelle ou d'autres recherches précédentes ont examiné les perceptions des jeunes travailleurs mâles. Est-ce qu'ils comprenaient la vulnérabilité des travailleuses, par exemple, notamment leur susceptibilité d'être victimes de violences au travail, et comment ces perceptions peuvent varier d'un pays à l'autre? Vous avez parlé de coopération collective. Pensez-vous que les jeunes travailleurs peuvent être mobilisés pour empêcher la violence au travail? C'est une très bonne question. J'ai commencé par répondre pour la plus facile. Pensez à une réponse à la question plus difficile. On a évalué les attitudes par rapport aux gens dans 14 pays, puis aux États-Unis. On voit beaucoup de variantes entre les pays, c'est certain. Si vous regardez le Vietnam, on constate qu'il y a peu de rapports de harcèlement sexuel ou d'abus verbal. 2 ou à 3 des répondantes en ont parlé. En Indonésie, on obtient à peu près 85 des travailleurs qui rapportent l'existence d'abus ou de harcèlement. C'est une grosse différence. Maintenant, on peut se demander, mais quelle est la différence entre l'Indonésie et le Vietnam? Ce qu'on soupçonne, c'est que ce n'est pas tellement une différence quant au nombre d'incidents que plutôt par rapport à la volonté des gens d'en parler. En Indonésie, les gens ont plus de voix. En tant qu'économiste, je vous dirais que les comportements de base sont assez universels. Mais le contexte dans lequel les gens rapportent ces comportements et les analyses peuvent différer beaucoup. Il y a un cas où la culture était très importante. Lorsqu'on a examiné le Vietnam et l'impact de l'amélioration des conditions de travail, une chose que nous avons constatée, c'est que cela a augmenté la possibilité que les filles étaient à l'école. On a fait le même genre d'intervention au Myanmar. On a découvert que ça a augmenté la possibilité que c'était les garçons qui étaient à l'école. Là où les gens se retrouvent en tant que genre est fortement influencé par la culture, l'étude de la culture par rapport à l'éducation des garçons par rapport à celle des enfants. Mais il s'avère que la différence n'est pas culturelle. Beaucoup a à voir avec le rôle de l'agriculture dans la société. Dans les communautés agricoles, les garçons sont plus précieux. Et lorsqu'on voit, les garçons ont peu d'éducation. Lorsqu'on tente de combler l'écart, on veut combler le retard des garçons. Mais là où la fabrication domine, alors les filles sont plus précieuses. Et là,
il faut combler l'écart des filles à l'école plus que celle des garçons. En tant qu'économiste, je ramène toujours à certains éléments fondamentaux de l'économie plutôt que de voir les choses en termes de grandes différences culturelles. À Haïti, on a vu beaucoup de harcèlement sexuel, mais c'était à peu près au même niveau que ce qu'on voyait en Jordanie. Si vous êtes à Haïti et que vous voyez beaucoup de harcèlement sexuel, j'entendais les Haïtiens constamment dire « Vous devez comprendre, on est à Haïti. » Mais bien sûr qu'on va avoir beaucoup de harcèlement sexuel, parce que c'est Haïti. Mais en tant qu'économiste, je me suis dit, il n'y a rien de particulier de Haïti. Ce qui rend Haïti différente de la Jordanie, eh bien, ce n'était pas une différence de culture, c'était une différence dans la structure des incitatifs dans les organisations et l'imputabilité. Lorsque vous améliorez la structure des incitatifs et l'imputabilité, Haïti a commencé à ressembler davantage au Vietnam. Alors, je vais vous laisser intervenir à propos des garçons, puisque vous êtes un garçon. C'est une question qui est très complexe. Je n'ai pas d'expérience directe d'études en ce qui concerne la masculinité, mais je connais certaines études qui ont été faites en Inde, à Delhi, des études sur les couples gays, hommes-hommes, femmes-femmes. Les couples mâles-mâles reproduisent les normes des genres dans le couple. Si on regarde la violence et le genre, la question de la masculinité est extrêmement importante. Il faut analyser cette masculinité. J'étais dans l'Inde Sud, puis si on regarde, par exemple, les contes folkloriques, partout où on se tourne, on renforce les normes genre sexuelles et les normes de genre. Alors, il faut vraiment porter attention au comportement des mâles, regarder la question de la masculinité pour comprendre les normes. C'est extrêmement important pour transformer la situation, pour intervenir. Peut-être qu'en termes d'incitatifs, je suis un peu en désaccord. C'est enraciné dans la culture. Mais bon, on est fasciné par les contes folkloriques. Moi, j'ai toujours aimé étudier le folklore de divers pays pour voir quelle est la norme de genre qui est communiquée dans les récits, les contes. Moi, je viens de Tamil Nadu. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans le sud de l'Inde. Et là, dans ce coin du pays, il y a des arbres, ce qu'on appelle des arbres tamarind. C'est un arbre très dense, très, très gros. C'est là où vivent les fantômes. Dans le folklore, les fantômes vivent dans le tamarin. Alors nous, on jouait au cricket quand on était enfant, on était jeunes, et puis un des défis, n'importe qui passait devant le tamarin au milieu de la nuit, à minuit, ça c'était un homme. Alors, ces choses-là restent dans l'esprit populaire. Ça renforce les normes patriarcales. C'est pas nécessairement quelque chose qui est discuté au quotidien, mais bon, dans les contes, dans la musique, dans les films, partout, ces valeurs-là sont communiquées. La masculinité, c'est un aspect très important. Puis c'est là qu'il faut intervenir. Il faut se concentrer sur cet aspect-là. Nous avons fait une formation pour l'habilitation des femmes en Inde et au Bangladesh. La formation était offerte aux hommes et aux femmes parce qu'ils essayaient de s'attaquer à cette question de quelles sont les normes de genre. Ils essayaient de voir des choses comme essayer de faire comprendre aux gens que, par exemple, qu'en termes d'habilité, de compétences, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Il fallait essayer de venir déboulonner les stéréotypes. Et les gens étaient surtout qui étaient les plus affectés par la formation, c'était des gens qui avaient déjà l'impression d'avoir une bonne maîtrise de leur situation, de leur vie. Alors, qui croyez-vous
avaient l'impression de maîtriser leur vie, les éléments de leur vie, c'était les hommes. Alors, c'est une situation un petit peu où ça nous a sauté au nez. Finalement, on pensait qu'on allait habiliter les femmes par rapport aux hommes en discutant de stéréotypes et comment on pouvait surmonter les stéréotypes. Mais les gens, en fin de compte, ce sont les gens qui avaient l'impression de détenir un certain pouvoir dans leur vie. Donc, les hommes étaient beaucoup plus enclins à signaler un changement dans leur capacité à négocier en cas de conflit. Mais c'est vrai. Il y a un discours centré sur qu'est-ce que c'est la masculinité, surtout la version toxique de la masculinité. Un jour, un conseiller pédagogique me disait aujourd'hui, on perd les garçons, alors qu'il y a 20 ans, on perdait les filles. Je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs, dans d'autres pays, comme aux États-Unis, mais l'impact qu'a la culture sur leur perception d'eux-mêmes, ces jeunes garçons-là, et puis les perceptions qu'ils ont au sujet des filles, tout ça est devenu très destructif. Plusieurs organisations, dont la mienne, on a ce débat. Est-ce qu'on parle d'habiliter les femmes, leur donner des moyens, ou est-ce qu'on parle vraiment de l'égalité entre les sexes? C'est pour ça qu'il faut garder un cadre conceptuel assez large lorsqu'on parle d'égalité entre les hommes et les femmes. Je m'appelle Heloise Hemden de Carleton, l'Université Carleton. J'ai bien apprécié vos deux présentations, mais j'ai l'impression que vous avez présenté deux faces d'une même pièce de monnaie, en ce sens que Drusilla, vous parliez de les chaînes de valeur et la pression là, dans la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, les fabricants de vêtements qui sont mis auxquels on serre la vis pour livrer à la date dite. Mais bon, vous examinez finalement quelque chose qui représente la violence au travail. Bon, vous dites que c'est causé par la façon que les chaînes mondiales d'approvisionnement fonctionnent. Et Srinivasan, vous avez mis en lumière la dynamique culturelle du paternalisme. Personnellement, je pense qu'il s'agit de deux faces d'une même pièce, pour ainsi dire. Mais pourquoi est-ce que la capacité manufacturière se trouve maintenant dans les pays où on peut justement avoir recours à une forme de travail d'esclave, finalement? Mais comment peut-on changer les choses? J'ai trouvé ça intéressant. Ma fille, qui est adolescente et militante, lorsqu'on parle du fast fashion, elle nomme et essaye de dénoncer ces fabricants de vêtements qui exploitent les gens. Et puis, j'ai appris qu'il y avait plusieurs groupes de société civile qui militent et qui crient l'alerte, à savoir l'effet de ces usines-là sur le bien-être de ces employés qui travaillent dans ces pays. Mais pour moi, l'habilitation, la conscientisation doit avoir lieu chez les consommateurs aussi pour qu'ils comprennent les retombées de leur comportement lorsqu'ils achètent ces produits importés, ces vêtements-là, et comment ceci pourrait affecter les chaînes d'approvisionnement et de production. Donc, par exemple, l'Organisation mondiale du travail et puis les États membres, lorsqu'ils établissent les règles et les accords commerciaux et les lois sur le travail, ils devraient être beaucoup plus actifs pour essayer de régler ces problèmes-là. Parce qu'on veut responsabiliser telle usine ou telle entreprise alors qu'on est face à un système d'abus beaucoup plus généralisé et enraciné. Allez-y. Oui, pour ce qui est de votre fille, oui, je suis d'accord. Mes filles sont très engagées aussi. Le consommateur, c'est vraiment là l'élément déterminant, parce que rien de tout ça se produirait sans le consommateur. Il y a eu bien des façons de se mobiliser contre ces espèces d'usines de vêtements aux pratiques abusives.
au début du 20e siècle, on a eu un mouvement comme ça. Mais entre les années 90 et les années 2000, il y a eu une campagne. Et aussi, au début du 19e siècle, il y a eu une campagne. Mais toutes ces campagnes, et surtout celle au début du 20e siècle, et celle-ci, la plus récente, c'est la colère du consommateur qui était le moteur derrière ça. En 1994, il y a un mouvement qui a été lancé. Ça a commencé avec Nike, qui fabriquait ses chaussures et ses vêtements en Indonésie, dans des conditions scandaleuses. Nike, essentiellement, vend aux gens une image. C'est ce qu'ils font. Ce sont des concepteurs d'une image. Et tout d'un coup, eux, leur image, leur réputation était celle d'une maquiladora à toute fin pratique. Et bon, le titre de Nike a perdu 47 de sa valeur. Et la première réaction de Nike, ils ont dit quoi? C'est pas notre problème, on n'est pas responsable, c'est pas nous qui dirigeons les usines là-bas. Et puis les actionnaires et puis les consommateurs ont dit, ah oui, vous êtes responsable et vous allez endosser le paletot, pour ainsi dire, vous allez agir. Et c'était le début d'un effort de la part des acheteurs qui voulaient protéger leur image de marque. Ils ont fait des efforts pour essayer d'éviter ces conditions scandaleuses et ces fournisseurs. On pensait, par exemple, Nike qui vend des chaussures à 200 $, mais aussi toutes les autres entreprises. La marque tient beaucoup. La valeur de leur marque est liée de près à leur réputation. Mais pensez aussi à Walmart et Target et Kohl's, des détaillants qui contrôlent le paysage le paysage entier là, de l'achat, de la production de produits de consommation. Et ils devront se responsabiliser à savoir ce qui se passe en amont de leur approvisionnement. C'est une question perspicace. En ce qui a trait, là où les usines se trouvent, dans un contexte plus large. En économie, c'est quelque chose qu'on a évité, pas complètement, mais peu de gens se sont penchés sur cet aspect-là, mais bon, le travail de non payé, prodigué par des gens qui assurent les soins, par exemple, d'autres personnes, et les normes genrées dans tout ça. Il y a des gens qui diraient que ça prend pratiquement parlant, ça prend des normes patriarcales pour assurer la survie de la structure de production, assurer la croissance, le développement. Ça nécessiterait un déboulonnement, une démythification de cette relation-là. Et pas seulement dans les pays en voie de développement ou les pays développés, mais partout. Surtout dans les économies, les libres économies, où il y a des zones d'exportation. Il y a un lien entre le travail non payé et puis la croissance macroéconomique. Il y a tout un pan de l'économie qui n'est pas payé. C'est de l'activité économique, mais les travailleurs ne sont pas payés. Et on ne voit pas ça nettement parce qu'on n'a pas, dans les sciences économiques, des mesures ou des façons de comprendre et puis d'essayer de comprendre les relations entre le taux de change et puis l'exploitation des femmes dans des zones, par exemple, des zones spéciales pour les exportations. Donc, c'était perspicace de votre part d'avoir posé cette question. En avril, bon, on a mis l'accent sur le travail non payé par les femmes et que c'est important de comprendre comment la machine économique fonctionne avec toutes ces diverses manifestations. Et je pense que c'est là. J'ai pas de réponse définitive. Je travaille dans ce domaine-là. J'essaie de comprendre. Il y a plusieurs personnes qui essaient d'incorporer le travail des soins et la valeur de ce travail-là et son rôle dans l'économie au sens large. Et c'est là qu'on doit concentrer notre attention. Parce que si on veut évaluer l'économie, il faut intégrer absolument cet aspect-là.
Parce que sinon, l'habilitation des femmes et puis l'égalité des genres, on va en parler encore longtemps avant que les changements se produisent. J'aimerais vous remercier, tous deux. Je crois que vous les avez tous les deux présenté un argument convaincant, à savoir pourquoi on doit vraiment penser à cette violence faite aux femmes, à la fois la violence familiale qui retrouve ses effets au travail aussi, et la violence aussi au travail même, avec ses effets néfastes sur la productivité et les retombées économiques, mais aussi les effets néfastes non seulement sur les victimes, sur les femmes elles-mêmes, mais aussi sur les gens qui causent ces violences aux femmes. Et même si vous avez expliqué les défis, les problèmes, mais je pense que vous nous avez donné une idée, c'est juste de quels recours nous avons peut-être, quels outils on peut utiliser. Je pense que de présenter des exemples concrets, des coûts macroéconomiques, aujourd'hui, dans l'économie actuelle, pour changer l'esprit des gens, on a besoin de ces données probantes pour convaincre les décideurs, les gens qui établissent les politiques, les gens du monde des affaires, et bien sûr l'Organisation mondiale du travail, qui est déjà convaincue, je pense, mais le FMI, la Banque mondiale, tout ça commence à examiner ces aspects-là plus attentivement. Je pense aussi qu'on a parlé des incitatifs au niveau de l'entreprise individuelle. Une partie de la solution doit résulter de changements. Parce que, bon, les entreprises se retrouvent dans cette chaîne d'approvisionnement, cette structure mondiale avec les pressions faites aux entreprises. Donc, on doit penser aux marques, la transparence, la responsabilité sociale des entreprises, tout ça. Ces forces-là, comment peuvent-elles être mises à contribution? Comment peut-on utiliser? Parce que là, on est sur une lame là, à double tranchant. Il faut envoyer la question du bon côté afin d'avoir un résultat positif. Et j'espère que les outils sur lesquels on va travailler à l'avenir vont aussi comprendre ces effets, ces retombées économiques, parce que ça va être important d'inclure cet aspect-là. Il y a une étude financée par... Bon, c'est une étude qui a lieu au Soudan du Sud, Pakistan et à Ghana. Les données qui sont colligées sur la violence familiale en zone de conflit et dans les lieux de travail. L'étude, les résultats vont être publiés vers 2018-2019. Peut-être que suite à la publication des résultats, on pourra en rediscuter. J'ai laissé quelques documents. J'ai quelques documents sur la recherche préliminaire qui a été accomplie. Et ceci est en forme de feuillet, alors j'en ai que je pourrais vous distribuer si ça vous intéresse. Merci Drusilla, merci Rajabendran, merci aux membres de notre panel.